Welcome back dans la vie libre. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler un petit peu plus de mon parcours, comment moi j'ai construit ma liberté financière. Non pas juste pour le plaisir de parler de moi, même si c'est toujours agréable, mais parce que je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi on écoute quelqu'un et de savoir surtout si on peut faire confiance à cette personne-là. Et moi, mon critère numéro 1 pour savoir si je fais confiance à une personne et si j'ai envie d'écouter ce qu'elle a à m'apprendre et à me transmettre, c'est de savoir si cette personne a atteint un objectif en particulier que je me fixe de la manière ou d'une manière qui me parle et qui est alignée avec mes valeurs et qui fait écho en moi. Donc cet épisode est là pour te donner l'opportunité à toi qui m'écoutes aujourd'hui de décider si c'est le cas pour toi et si tu as envie de continuer à écouter ce que je vais pouvoir raconter dans les prochains épisodes. Tout commence le 11 août 1995 dans une petite ville dans le nord de la France. Je suis née dans le Nord, j'ai grandi dans le Nord de mes de ma naissance à mes 18 ans quasiment. À 18 ans, je suis partie à Lille, donc c'est encore le Nord, mais un petit peu moins au Nord que là où j'ai grandi et là où je suis née. Et je suis restée à Lille ensuite pendant 10 ans et j'ai quitté Lille l'année dernière. Donc j'ai pas beaucoup bougé, mais par contre j'ai beaucoup voyagé, on reviendra là-dessus après. Mais pour en revenir plus au contexte initial, donc j'ai grandi avec ma maman qui nous a élevés solo, ma sœur et moi, ma grande sœur et moi. Et on vivait de manière assez confortable, de manière assez modeste. J'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais... Maintenant, avec le recul, quand j'étais petite, c'était « oui, mais pourquoi j'ai pas le droit à ça ? Pourquoi j'ai pas le droit à ci ?» etc. Mais voilà, le contexte était que ma maman nous élevait seuls, 2 enfants à charge et un salaire plutôt médian par rapport au salaire français. Donc c'était, fallait quand même faire un peu attention, on n'avait pas ce qu'on voulait quand on voulait, il fallait aussi faire attention aux marques, à la consommation, etc. Mais en soi, de manière très factuelle, avec un regard d'adulte, j'ai jamais manqué de rien. Seulement, j'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune qu'il fallait faire attention à l'argent, que l'argent ça poussait pas sous le pied d'un cheval ou que ça poussait pas sur les arbres. Ça se trouvait pas sous le pied d'un cheval ou ça poussait pas sur les arbres, j'adore ces phrases. Elles sont très communément répandues et je les retrouve beaucoup aussi dans les coachings avec mes clientes quand on parle de leur relation à l'argent et de ce qu'elles ont pu entendre elles aussi. Peut-être que c'est aussi des choses que toi t'as déjà entendues, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et donc voilà, un peu pour le décor initial. J'ai toujours plutôt été bonne élève, mais sans faire trop d'efforts. J'étais plutôt bavarde, vous savez, là, le fameux bonne capacité, mais bavarde trop, c'est dommage, etc. Alors que, en fait, moi, c'est aussi parce que je pouvais parler et capter mon attention d'une autre manière que j'écoutais très bien en classe et que je retenais les choses que j'avais à retenir. Bref, tout ça m'a amené à arriver en filière S, puisque les bons élèves, on les envoie en S, et avec, comme je vous disais dans le premier épisode, un petit peu cette motivation familiale qui m'a été donnée, je suis partie faire des études de médecine. Quand j'ai commencé les études de médecine, j'ai très vite compris que c'était pas du tout mon délire d'être sur des bancs de l'école toute la journée, d'apprendre des choses par cœur que je comprenais pas, etc. Mais bon, voilà, j'étais un peu dans le mode de toute façon c'est comme ça et c'est pas moi qui choisis. et voilà. Et en fait, la vie a fait que mon oncle est décédé pendant que je redoublais ma première année de médecine, que l'été je travaillais en tant que conseillère clientèle en job étudiant au Crédit Agricole et tout ça mis bout à bout, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller et de m'épanouir. Et c'est comme ça que j'ai commencé, après mon échec en médecine, à rentrer dans un DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Parce que ce que j'aimais beaucoup dans ce programme, qui est un DUT, donc c'est un 2 ans post-bac, c'était 2 choses. La première, c'était la possibilité de commencer tout de suite en alternance. Donc, j'ai vraiment démarré à bac plus 0 en alternance. Et la deuxième chose que j'adorais, c'était vraiment la diversité des sujets qu'on voyait en cours. Parce que vraiment, gestion des entreprises et des administrations, on faisait autant de la communication que des RH, que de la compta, que du droit du travail, etc. Et je trouvais ça hyper cool de vraiment voir tous les aspects de la gestion d'entreprise parce que moi, ça m'attirait aussi quand même d'avoir un jour mon entreprise, d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur, etc. Même si, à l'époque, je ne savais pas du tout quand ou comment ça allait se matérialiser. Quand j'ai terminé ce DUT GEA, donc que j'ai fait en alternance, j'étais dans un service RH et j'étais chargée de RH. Quand j'ai terminé ça, je me suis dit, bon, c'était sympa les RH, mais
ça manquait quand même un peu de peps, ça manquait un peu de challenge au quotidien. Donc j'ai pris un peu un chemin plus commerce, on va dire. Je suis rentrée dans une école de commerce, donc je suis rentrée en 3e année à l'EDEC. Et là encore, j'ai tout de suite commencé en alternance. Donc j'avais fait déjà 2 ans d'alternance. Et là, je repartais pour un cycle de 2 ans en alternance. Que cette fois j'ai fait en tant qu'ingénieur d'affaires dans une ESN, donc c'est une entreprise de services numériques. Et l'ingénieur d'affaires, c'est celui qui est en charge de recruter des ingénieurs ou des chefs de projet en informatique pour la société de services, et après de trouver des clients à qui vendre ses prestats. En fait, c'est un intermédiaire un petit peu pour vendre des services en informatique, que ce soit du dev, que ce soit de la gestion de projet, du réseau, toutes ces choses-là en fait. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que j'aimais pas du tout le commerce, que j'étais pas du tout à l'aise de vendre quelque chose à quelqu'un, surtout que je vendais quelque chose que je ne connaissais pas. J'étais vraiment novice en informatique, je connaissais pas précisément les services qu'on vendait, et donc je me suis rendu compte que j'avais ni la fibre commerciale, ni la compétence clé de la compréhension du métier qui aurait pu me permettre de m'affranchir du besoin d'être une bonne commerciale, quoi. Donc j'avais ni l'un ni l'autre, ça a été assez assez compliqué comme période, mais ça m'a permis de changer de poste dans cette boîte-là et de partir sur de la gestion de projet. Donc là, on avait un centre de service avec des développeurs, des chefs de projet en interne, et du coup, moi, je gérais des projets internes ou des projets de clients, mais qui étaient délocalisés chez nous. Et là, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça trop cool d'avoir en fait un ensemble de ressources à notre disposition, que ce soit du temps, de l'argent, des personnes, des compétences, etc. Et de devoir les utiliser à meilleur escient possible pour atteindre un objectif qui était livrer un projet, tout simplement. Donc j'ai fait ça pendant la fin de cette alternance-là. Et après, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un peu un liant dans tout ça, parce que j'avais fait un DUT et une école de commerce qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, et j'ai fait un master en management des systèmes d'information, donc c'était un double diplôme entre une école de commerce et une école d'ingénieur à Paris. Et ça, je l'ai fait en étant chef de projet data, donc dans une grosse une boîte qui gère et traite et analyse la data de plusieurs grosses boîtes. C'était très cool aussi, j'ai adoré, mais à ce moment-là aussi, je commençais à investir, et je vais revenir sur les investissements juste après, et je sentais qu'en fait, l'informatique versus l'immobilier, ce qui animait mon cerveau, ce qui me nourrissait intellectuellement, c'était vraiment l'immobilier, quoi. L'informatique, c'était sympa parce que c'était un peu ma zone de confort, c'était devenu ma zone de confort. Je savais ce que je faisais, j'étais à l'aise, j'avais une équipe, c'était cool, mais je m'amusais jamais autant que quand je parlais d'immobilier à quelqu'un. Et donc c'est là où j'ai commencé à chercher un job plutôt dans ce domaine-là, et je suis rentrée dans ce qui allait être mon premier CDI et mon dernier CDI, enfin ma première embauche en CDI et mon dernier CDI, puisque j'étais en CDI après mon alternance dans la boîte d'avant. J'étais chef de projet informatique dans une boîte qui faisait qui fait toujours de l'investissement immobilier clé en main. Et donc moi, mon job, c'était de gérer les projets informatiques en interne pour soutenir l'activité de vente de projets clés en main. Ça, c'est pour mon parcours pro qui fut tout de même assez court, puisque là, quand je quitte cette boîte d'investissement clé en main qui s'appelle Bivouac, en fait, je suis diplômée depuis moins d'1 an et j'ai fait moins de 6 mois dans cette boîte-là. Et en fait, plusieurs facteurs ont fait que je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place, que mon fonctionnement, il était vraiment pas adapté à la société, au salariat, parce que j'avais trop d'idées, j'avais envie de mettre en place trop de choses, j'avais envie de prendre trop d'initiatives, et on me rappelait toujours que ton job, c'est ça, t'as été recruté pour ça, c'est ça qu'on attend de toi. Et ce qu'on attendait de moi, c'était pas assez varié et fun pour me retenir, on va dire. Donc voilà, on va dire que mon parcours professionnel en CDI, en tout cas, s'est terminé assez rapidement. Suite à ça, je suis rentrée dans le mouvement FIRE, donc j'en parlais aussi dans le premier épisode, c'est vraiment un mouvement américain autour de la liberté financière, qui veut dire Financial Independence Retire Early. C'est un mouvement américain à la base, et il a été importé en France par un mec qui s'appelle Victor Laura. Vous pourrez regarder
ce qu'il fait aussi, il parle beaucoup de liberté financière. Et je suis rentrée dans la communauté, en tant que membre de la communauté, parce que ça m'intéressait et tout. Et rapidement, j'ai expliqué que moi, ce qui me passionnait, c'était de parler de projets, d'aider des gens à concrétiser leurs projets IMO, etc. Et j'ai été recrutée en tant que coach IMO chez eux. Donc eux, ils avaient une formation à l'investissement immobilier, locatif, rentable, intelligent, tout ça. Et ils cherchaient à déléguer la partie coaching. Et donc, moi, je me suis occupée de ça chez eux pendant, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. Là, j'étais plus salariée, mais pour moi, au final, c'est quand même un peu du salariat déguisé. J'étais freelance, je vendais mon temps contre de l'argent. J'avais un lien hiérarchique direct avec eux. Pour moi, c'était du salariat, mais juste moins contraignant, avec moins de règles. J'organisais mon agenda comme je voulais et tout. Et c'était très bien. Pendant 1 an et demi, j'étais vraiment dans une zone de confort absolue où je me connectais le soir, je coachais les gens, je répondais à leurs questions, je les aidais à concrétiser leurs projets immobiliers, à trouver des solutions, etc. Et puis dans la semaine, je m'occupais un petit peu comme j'avais envie de ce que j'avais à faire en parallèle comme mission pour eux. Tout ça, ça fonctionnait très bien. Jusqu'au moment où, en mars 2022, je suis partie en Inde. Et j'ai commencé Enfin, dès que je suis arrivée sur place, en fait, j'ai eu un peu un wake-up call de waouh, Alice, le monde est tellement plus vaste que ce que tu connais. Donc là, c'était dans le voyage, mais ça s'est transposé dans mon cerveau à l'entrepreneuriat et à ce que je faisais comme job. Le monde est tellement plus vaste que ce que tu connais et que ce à quoi tu te cantonnes aujourd'hui. En fait, peut-être que t'es pas à ta place et peut-être que il y a autre chose qui t'attend. Et donc ce truc-là, il a fait son petit bout de chemin, hein. Je suis restée quand même 2 mois en Inde, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps j'ai eu des longs trajets en train, dont un fameux trajet de 27 heures en train qui a donné lieu à mon premier programme en ligne. Et en fait, toutes ces réflexions-là m'ont fait que, et puis suite à quelques conversations aussi avec l'équipe de Fire, que c'était temps pour moi, il était temps pour moi d'arrêter de bosser avec eux et de me lancer moi à mon compte, faire les choses à ma manière, etc. Donc à l'époque, je coachais en immobilier chez eux, je me suis dit je vais faire du coaching en immobilier, mais en perso, enfin à titre personnel. Donc j'ai commencé à lancer ça, c'était un peu mon premier business à temps plein. Il y en a eu d'autres avant, je vous en parlerai juste après. Je me suis lancée là-dedans, j'ai commencé à en parler sur les réseaux, etc. Puis ça prenait pas trop, j'ai quand même eu un premier groupe de 5 personnes, on a avancé, etc. Et puis quand j'ai dû relancer un groupe, donc relancer la communication, je me suis dit, mais en fait, ça me fait pas vibrer non plus, quoi. Et c'est là que j'ai compris la fameuse analogie de l'immobilier, c'est un outil. La liberté financière, c'est l'œuvre. Et en fait, apprendre à utiliser l'outil sans avoir la vision globale de à quoi ça va servir, quelle est l'œuvre qu'on va créer avec, ça me faisait pas tant kiffer que ça et je trouvais ça très limité. Et en fait, c'est comme ça que j'ai dit, en fait, stop, j'arrête de coacher et d'accompagner sur l'immobilier. Je prends le temps, je me coupe de tout. Là, j'ai pris 2 mois vraiment juste pour ça où j'ai arrêté de parler de quoi que ce soit d'autre. Et j'ai créé la méthode libre, qui est un accompagnement sur la liberté financière, où j'apprends aux personnes, et principalement aux femmes d'ailleurs, je suis en train aussi un petit peu plus d'affirmer ça, à construire un patrimoine qui travaille pendant qu'elles réalisent leur vie de rêve. Et voilà un petit peu comment on en arrive à aujourd'hui en termes de carrière professionnelle. En parallèle, il y a eu deux autres projets qui ont eu lieu, qui ont vu le jour et qui m'ont permis de faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Le tout premier, c'est quand je pense que j'avais 23 ans et j'étais à l'époque en couple avec un mec. Et ce mec-là, il avait créé une boîte à la fin de ses études parce qu'il avait fait un master en entrepreneuriat. Et son associé, donc son pote d'école avec qui il l'avait créé, quittait la boîte parce que opportunité professionnelle, etc. C'était plus un side project, c'était pas un job à temps plein, c'était une entreprise qui s'appelait Imagine ton look. Et en fait, on personnalisait des vêtements pour enfants. Donc on prenait les dessins des enfants, en fait, les enfants dessinaient sur un template et nous, on imprimait le dessin qu'ils avaient réalisé sur le vêtement. Donc on faisait des t-shirts ou des robes. Et du coup, l'enfant avait un vêtement qu'il avait dessiné lui-même. Donc quand son associé a décidé de partir, il m'a proposé d'entreprendre avec lui, de racheter des parts, et c'est ce que j'ai fait. On a fait ça pendant 1 an, on a créé des partenariats, on a amélioré la logistique, on a commencé à communiquer à fond sur Instagram, on a créé des concours, etc. pour faire connaître la marque et tout. Et c'était trop chouette, on avait des commandes et tout, mais en fait on avait des commandes que quand
on était à fond dedans. Et le problème, c'est que moi, j'étais en fin d'alternance. J'avais aussi mon premier projet IMO, là, mon appartement que je mettais en location. Et mon ex, lui, il était en début de carrière. Il avait d'autres choses à prioriser aussi. Donc, au bout d'un moment, on a dû arbitrer et se dire, le temps qu'on y passe versus ce que ça nous rapporte, c'est pas équilibré. Donc, en fait, on arrête. C'était un peu triste, je vous avoue. Premier projet entrepreneurial et du coup premier entre guillemets échec parce que le truc a cessé au bout d'un moment et voilà, si on n'était pas investi à fond, qu'on ne travaillait pas plusieurs heures par semaine, ça ne fonctionnait pas. Donc on a arrêté. Mais par contre, genre zéro regret. C'est vraiment l'expérience humaine et professionnelle qui m'a le plus appris et qui m'a vraiment mis les deux pieds dans l'entrepreneuriat, dans ce que c'est de créer une boîte, de ce que c'est que d'avoir des clients, de gérer de la logistique, etc. Et c'était vraiment incroyable. J'ai jamais autant appris alors que j'ai quand même fait 5 ans d'études, dont 3 ans dans des écoles de commerce. J'ai jamais autant appris sur le monde de l'entreprise, etc. que dans cette expérience-là. Donc même si elle s'est pas soldée par la réussite fulgurante qu'on aurait espéré à ce moment-là, pour moi, c'est pas du tout un truc sur lequel je reste comme un échec. C'est vraiment... c'était vraiment une école de la vie, quoi, ce projet. Mais voilà, il s'est arrêté et c'est ok aussi. Ça fait partie du game. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, avec le recul et la vision que j'ai de l'entrepreneuriat et de ma gestion des contraintes, etc., ce qui est pour moi la liberté, hein, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. Ça aurait pas matché dans tous les cas parce que c'est un business physique en fait. On a des machines, on a des stocks, etc. Et j'ai testé et je peux dire que c'est pas un truc qui m'attire et qui me passionne plus que ça. Je préfère largement le business en ligne. Je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus stimulant avec beaucoup moins de contraintes. Donc voilà, si j'avais pas testé, j'aurais pas su et potentiellement, je me serais toujours posé la question. Ensuite, un autre premier pas dans l'entrepreneuriat et cette fois beaucoup plus digital, c'est que quand j'étais en master, donc en management des systèmes d'information, ma dernière année de master, j'étais ambassadrice pour mon master. Et donc en fait, j'étais freelance, j'étais payée par mon école pour créer du contenu, faire des vidéos, interviewer mes copains de promo, être là pour répondre aux personnes dans les portes ouvertes, etc., au sujet de mon master. Et c'était très sympa, franchement c'était très fun, ça me demandait pas beaucoup de temps. Ça m'a aussi permis de devenir plus à l'aise sur la création de contenu, sur qu'est-ce qu'on fait en fait pour promouvoir un produit, même si là c'était un master, mais qu'est-ce qu'en fait on peut faire pour donner envie à des personnes de rejoindre une formation. Et franchement c'était cool, c'était sympa, c'était pas genre des milliers d'échanges, je crois que je devais être payée entre 150 et 200 euros par mois, mais ça m'a permis aussi de me dire c'est possible de gagner de l'argent en ligne avec des compétences que en fait j'ai déjà et dont des personnes ont besoin. Elles ont soit besoin de vos compétences, soit elles ont besoin de votre temps. Là, en l'occurrence, j'avais pas des compétences en particulier, donc c'était plus parce que moi, j'avais le temps de m'en occuper. Et vraiment aussi, bonne expérience et bon premier pas dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc voilà un petit peu pour l'historique business jusque-là. Et aussi actuellement, j'ai un autre business dont je ne vous ai pas encore parlé qui a pris un peu naissance par un besoin perso, qui est que j'avais un bien en location courte durée dans une ville, que j'ai des élèves à moi qui commencent à investir dans cette ville-là, et que moi j'avais envie de déléguer, j'avais plus envie de gérer en direct mon bien IMO. Et je savais que j'allais avoir potentiellement d'autres biens qui allaient arriver sur le même secteur. Moi, je savais que j'allais en acheter un bientôt dans la même ville. Potentiellement aussi ma famille, etc. Enfin bref, j'ai vu un peu large, un peu global. Et je me suis dit, c'est quoi la meilleure solution pour ça ? Et donc, au lieu de me dire, je vais payer 20% une société, 20% de mon chiffre d'affaires à une société pour qu'elle gère à ma place, donc une conciergerie, et en fait, pourquoi je la créerais pas ? Et donc, c'est comme ça qu'est née la conciergerie Nuit d'Opale, qui est donc mon deuxième business actuel, qui est en fait une conciergerie dans laquelle je me suis associée avec une amie à moi qui avait une expérience en immobilier et qui avait surtout une très bonne fibre commerciale, qui connaît bien le lieu dans lequel on s'est implanté, etc. Et du coup, en fait, elle avait envie d'apprendre et le temps à investir pour créer la conciergerie. Moi, j'avais l'expérience de mes investissements et un peu l'idée et les fonds pour lancer le business. Et donc, on s'est associés et on a créé cette conciergerie. Aujourd'hui, ça fait 1 an, là, ça a fait 1 an récemment, et on gère entre 15 et 20 biens actuellement, je pense qu'on est à 18, si je me trompe pas, et on vise une 30aine jusqu'à l'été prochain.
Ça, c'est aussi un business dont je vous reparlerai plus en détail dans un podcast parce que c'est vraiment un business qui est très transverse dans l'investissement parce que c'est à la fois de l'entrepreneuriat, à la fois de l'immobilier. C'est pas vos biens, mais en même temps, vous gagnez de l'argent dessus. Ça peut vous permettre de gagner en compétences sur la gestion locative. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs et de choses qui se raccordent avec une définition de la liberté financière et géographique, et en même temps qui est hyper utile parce que c'est plein de compétences qui vont vous servir pour vos propres investissements aussi. Donc on en reparlera dans un épisode sur les idées de side business en ligne qu'on peut créer. Voilà pour mon parcours professionnel et entrepreneurial. Je me rends compte qu'on est déjà arrivé à une 20aine de minutes et j'ai pas envie de faire des épisodes à rallonge. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode-là et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de mes projets immobiliers.